Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette toute première édition de Parlons Patrimoine, une émission proposée par Gestion de Fortune. Nous avons réuni distributeurs, sociétés de gestion, assureurs pour parler d'un sujet qui monte dans la gestion de patrimoine, le capital investissement ou private equity en anglais. Alors pourquoi s'intéresser à cette classe d'actifs pour vous, les conseillers en gestion de patrimoine qui nous regardez, et surtout pour vos clients? Comment y accéder? Est-ce que c'est le bon moment? Quelle est la liquidité de ce type de placement? Les opportunités, mais aussi les risques, le type de support sur lequel on investit. Autant de questions qu'on va poser tout de suite à nos experts. On est ravi d'accueillir Martin Alix. Bonjour Martin. Bonjour. Vous êtes directeur du développement produit chez Primonial Ingénierie et Développement. Bienvenue à vous. À vos côtés, Agathe Bub. Bonjour Agathe. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur Wealth Solution chez Euraseo. Voilà, on n'a pas trouvé de titre en français. Donc on garde. Kevin Sabel, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur commercial chez Euradeo et on vous a mis ensemble. On va voir dans quelques instants pourquoi. Parce que vous travaillez sur ce produit justement. Euradea, pardon. Wow, Euradea. Euraseo et Euradea. On est en compagnie également de Dominique Collot. Bonjour Dominique. Bonjour Fabrice. Vous êtes directrice marketing et communication chez Suravenir. Bienvenue. Et enfin, Mylène Monod, responsable des relations investisseurs chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Mylène. Fabrice. On démarre avec vous, Martin. Primonial, ça a été un des premiers à se lancer en assurance vie sur cette classe d'actifs. Le private equity, c'était il y a quelques années. On va justement s'intéresser à cette classe d'actifs. Mais tout d'abord, un petit mot sur Primonial. Primonial, c'est un groupe de gestion de patrimoine indépendant qui s'adresse à des particuliers et des institutionnels. Et on gère et on conseille différentes classes d'actifs, donc de l'assurance vie, de l'immobilier, des marchés financiers et du private equity. Voilà, et vous avez déjà travaillé sur ce private equity que vous proposez à vos clients depuis plusieurs années. Ça fait 4 ans aujourd'hui qu'on le propose dans l'assurance vie. Donc, on a mixé ces deux classes d'actifs, capital investissement et l'assurance vie. Pourquoi on l'a fait dans l'assurance vie? Pour plusieurs raisons, et je pense qu'on va en parler à l'occasion de cette table ronde. Mais la première chose, c'était d'apporter de la diversification à nos clients, à côté d'une allocation sur des supports traditionnels qu'ils ont aujourd'hui dans leur portefeuille, donc les fonds en euros, les marchés financiers, l'immobilier. Mais c'est vrai qu'il manquait encore cette classe d'actifs. Et l'idée, c'était de leur apporter cette classe d'actifs avec un petit plus de l'assurance vie, et toujours avec une qualité institutionnelle qui nous tient à cœur chez Primonial. Ouais, la diversification, c'est vrai que c'est la clé aujourd'hui. Donc, on a eu un premier contrat qui s'est appelé Primopact 1. Et aujourd'hui, on a un Primopact 2 qui arrive. On a été très original sur la seconde version avec ce nom. Mais effectivement, on a proposé cette première solution d'investissement Primopact au sein d'un contrat d'assurance vie assuré par Euradea Vie, la gamme Target Plus. Et on l'a fait avec l'ADN de Primonial, donc en allant chercher les meilleures expertises, que ce soit avec nos partenaires assureurs ou sociétés de gestion. Et aussi, on avait à cœur de, encore une fois, apporter de la qualité institutionnelle et la liquidité, ou en tout cas des conditions d'accessibilité qu'on connaît dans l'assurance vie. Et vous avez souhaité lancer un nouveau contrat. Effectivement, deuxième solution de placement Primopact 2 qui a été lancée l'année dernière, en juin. Et effectivement, dans la même droite lignée de Primopact 1, avec le même ADN. Et encore une fois, l'idée, c'était d'amener le meilleur du private equity, mais de le démocratiser. Et encore une fois, de faciliter les conditions d'accès pour nos investisseurs particuliers. Et oui, puisque les conditions d'accès, elles sont... on va le dire tout de suite, hein, on va dévoiler le sujet. C'est vrai que le private equity, ça sonne comme quelque chose de réservé peut-être à une élite, à certaines tailles de patrimoine de portefeuille. Là, finalement, on va pouvoir l'utiliser comme n'importe quelle unité de compte. Je pense que ça sonnait comme ça parce que c'était le cas avant. Oui. Il y a eu beaucoup d'efforts et de travaux réglementaires aussi qui ont été faits pour faciliter et démocratiser cet accès. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on propose des solutions d'investissement de type private equity en assurance vie à partir de 5 000 € pour nos premières éditions avec Primopact, et même maintenant sur des seuils encore un peu plus bas, à partir de 100 €. Donc on est vraiment sur la diversification et aller chercher un complément rendement risque différent par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui et classiquement dans les contrats d'assurance vie. D'accord. Alors on va s'intéresser tout de suite à Primopact, Primopact 2, mais avec l'équipe Euraseo Euradea. Agathe, un petit mot justement de la structuration. Comment on construit ce produit? C'est vrai que, comme on l'a dit, c'est très innovant. On sait que la finance est innovante, mais là, avoir finalement un ticket d'entrée à 100 € sur du private equity, c'était quand même assez exceptionnel. En effet, alors chez Euraseo, adresser le marché, le segment de la clientèle privée, ça fait vraiment partie de notre ADN. On le fait depuis 25 ans. Mais c'est vrai que l'innovation, de l'offrir dans l'univers de l'assurance vie, c'était vraiment l'objectif de notre alliance avec Euradea et Primonial. On gère un peu plus de 4 milliards pour la clientèle privée. Et notre proposition de valeur, c'est d'offrir des fonds qui co-investissent avec des fonds pour les clients institutionnels. Et donc, de manière à démocratiser cet accès, quand on investit dans des fonds, normalement,
le minimum d'accès, c'est plusieurs millions d'euros qui sont mobilisés sur une dizaine d'années. Ici, l'alliance entre un assureur, un distributeur et une société de gestion, c'est qu'on va prendre des tickets d'entrée qui font pour investir dans des fonds qui font parfois plusieurs millions d'euros, dont Primopact va prendre une petite quote-part. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir ce fonds pour la clientèle privée qui, eux-mêmes, va baisser le ticket d'entrée. Mais on est d'accord que le client final, finalement, il a le même investissement que les grands institutionnels? Exactement. Et c'est tout l'objet de la structuration de nos fonds pour la clientèle privée chez Eurazeo. C'est des fonds qui sont dédiés à une clientèle privée, à des investisseurs non professionnels, en l'occurrence, dans le cadre de l'assurance vie, de manière à avoir un ticket d'entrée assez bas. 5 000 € pour Primopact 1 et Primopact 2, mais en co-investissement, toujours avec des fonds dédiés à des clients institutionnels. Donc, on bénéficie de l'effet taille tout en accédant exactement aux mêmes actifs et aux mêmes conditions financières d'entrée et de sortie que pour les clients institutionnels dans un fonds qui est totalement adapté. D'accord, on va voir dans un instant justement sur quoi on investit. Kevin Sabet, justement, on a compris que c'était grâce à la taille finalement du groupe qu'on pouvait rentrer sur ce marché. Autrefois, on le disait, réservé aux plus gros portefeuilles ou aux institutionnels. Oui, alors on s'appuie sur le fonds euro d'Oradea, qui est le même fonds que Sogecap. Donc c'est un fonds qui représente 96 milliards d'euros, qui est diversifié à de l'obligataire, de l'immobilier, du private equity. C'est grâce à ce fonds qu'on peut aller chercher des investissements en private equity. Le client particulier, donc le CGP, va proposer à nos assurés d'investir la même qualité que ce qu'on a nous en tant que gérant institutionnel reconnu et investisseur sur le private equity. C'est de la taille du fonds euro qui nous permet d'aller proposer ces sociétés-là, ces sociétés finales qui sont financées. D'ailleurs, donc c'est effectivement, parce que on peut le dire, les tickets d'entrée, ils sont à quoi? Plusieurs dizaines de millions d'euros dans certaines maisons. Oui, ils sont à plusieurs dizaines de millions d'euros. Vous en avez certains où même c'est des engagements qui sont loin, c'est des engagements d'investissement qui sont faits par appel de fonds. Vous connaissez le système. Vous vous engagez sur 3, 4, 5 ans parfois. Et en fait, on vous appelle 1, 2, 10 millions d'euros appel de fonds pour commencer les investissements. L'autre point très favorable d'être à côté d'un instit, c'est que l'instit, lui, peut rentrer sur le fonds et en plus, il peut déplacer beaucoup de capitaux pour commencer les investissements. D'accord, c'est important parce qu'on pourrait penser, tiens, on attend peut-être d'avoir une taille critique, d'avoir une collecte suffisante pour aller investir. C'est pas le cas. Si finalement, c'est les grandes maisons, Sogecap, Oradea, qui assurent finalement le ticket d'entrée, quelles que soient finalement les conditions, même si ça n'intéresse pas, finalement, vous aurez votre investissement. Même si on pousse un petit peu le sujet, pour vous donner à quel point on croit dans ce support, à quel point nous, on investit déjà dans ces supports-là, c'est-à-dire que pour Primopact 2, l'assureur effectue ce qu'on appelle un seed money. On rentre vraiment dans le moteur là, de comment ça fonctionne. Donc le seed money, c'est un investissement à l'origine qui permet de lancer les investissements, surtout au primaire, pour commencer tout de suite à avoir de la rentabilité. Alors on explique juste, on va traduire, parce que c'est pas évident, tout le monde n'est pas familier effectivement du private equity. Le primaire versus le secondaire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas encore commencé à investir, ou on est en amorçage finalement sur les sociétés? Dans Primopact 2, vous allez retrouver du primaire, du secondaire et du co-investissement. Le primaire, c'est à l'origine de l'investissement. D'accord, donc ça marche par appel de fonds, ce qu'on disait tout à l'heure. Le secondaire, c'est des investissements qui sont déjà réalisés et on les rachète au secondaire. Donc on a une rentabilité immédiate. Et le co-investissement, on sélectionne quelques entreprises sur lesquelles on va aller investir directement à côté du fonds. D'accord. Alors justement, on va soulever le capot si vous voulez bien avec vous, Agathe. Vous gardez la parole là dans le coin bleu, Eurazeo, Oradea, pour nous expliquer qu'est-ce qu'on va trouver justement, sur quoi on va investir au final. C'était un point qui est très important dans la structuration, donc dans la construction du fonds. Pour offrir un fonds de private equity dans l'univers de l'assurance vie, il fallait trouver des stratégies d'investissement qui font preuve d'une grande stabilité sur des actifs qui sont établis, matures. On a choisi rentable au moment de l'investissement pour pouvoir s'assurer d'avoir un fonds avec le moins d'à-coups possible. Et c'est toute la stratégie de Primopact 1 et de Primopact 2, comme Kevin l'a mentionné. Ici, c'est du fonds de fonds. Donc, on va investir dans des fonds d'investissement, soit au tout début de leur cycle de vie, soit donc en primaire, soit en secondaire, quand les investissements sont déjà bien amorcés. Et souvent, ça nous permet de négocier une décote à l'entrée. Il y a une notion de co-investissement aussi pour augmenter le multiple, qui est une stratégie plutôt minoritaire, qui représente 10 à 15% de la stratégie de gestion. Et c'était très important d'avoir ce double filtre de qualité aussi. Oui. Donc, le fait qu'on soit en fonds de fonds, ça nous permet d'avoir le filtre de qualité
Sogecap, puisqu'on n'investit que sur des actifs qui sont investis par le Fonds général de Sogecap. Le filtre de qualité d'Eurazeo. Nous devons valider les investissements qui sont proposés, qui sont aussi investis par Sogecap. On a aussi le filtre de qualité des sociétés sous-jacentes, des gérants des fonds dans lesquels on investit. Donc, on a beaucoup d'acteurs qui sont tous réunis pour s'assurer qu'on fait des bons investissements. Mais il y a aussi le fonds de fonds, c'est aussi l'effet diversification. Quand on fait, on a pour objectif d'investir dans 15 à 20 fonds d'investissement qui vont nous permettre d'accéder à 100, 150, 200 sociétés sous-jacentes. Et aussi, cette diversification, ça fait qu'on a aussi le moins de volatilité possible, ce qui était absolument primordial dans la structuration du produit. Donc, votre boulot principal, c'est de choisir les bons fonds qui vont composer ce fonds de fonds. Exactement. Et vous appuyez sur des grands noms à l'international? Alors, c'est une des conditions qu'on a choisies tous ensemble. C'est aussi, on va toujours sélectionner les gérants sur la base de leur performance historique. Alors, bien que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, on va aussi, en fonction des investissements qui sont déjà en portefeuille pour le secondaire, et choisir ce qu'on appelle des gérants blue chip dans le cadre de cette unité de compte. D'accord. Martin? C'est vrai qu'on avait à cœur d'innover, effectivement, en proposant cette classe d'actifs, mais surtout innover, c'est bien, mais innover en le faisant bien, c'est mieux. Et du coup, on avait vraiment à cœur d'apporter le meilleur aussi du private equity, et c'est ce qu'on a pu faire avec Primopact. Et aussi le fait d'avoir ce seeding, ou en tout cas cette confiance mise par ORDIV dans le véhicule, ça nous permet aussi directement d'avoir des entreprises déjà en portefeuille et de raconter nos histoires à nos investisseurs. Ça donne une tangibilité aux investissements, et on peut leur dire, vous allez investir dans des compagnies telles que Arena, Picard, Carglass, et tout de suite ça permet de toucher du doigt un peu les investissements, même si ça reste du private equity ou du non-coté. Ouais. En tout cas, c'est tout à fait tangible. On est dans l'économie réelle, on n'est pas sur des montages complexes, produits financiers obscurs. Là, c'est du concret, on investit dans les boîtes et on espère évidemment qu'elles vont se développer. Donc ça, c'est pour Primopact 2. On passe maintenant au fonds, le FCPR Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities. Avec vous, Mylène Bonneau et Dominique Collot chez Suravenir. Mylène, première question, effectivement, vous aussi, vous avez décidé de créer ce fonds. Enfin, ça fait longtemps que Edmond de Rothschild est sur ce segment du private equity. Oui. Alors, nous, ça fait 20 ans qu'on investit en private equity. Edmond de Rothschild, c'est un groupe très connu du grand public. On gère 160 milliards d'euros et dans ces 160 milliards, il y a une partie substantielle en private equity. Donc, depuis longtemps, on a des clients institutionnels et les clients de notre banque privée. Et en fait, ce qui est nouveau, c'est qu'on a ouvert, il y a maintenant 3 ans, notre gamme de private equity à des investisseurs privés intermédiaires, soit par des CGPI, soit par des banques privées. Et en fait, on souhaitait aller plus loin. En fait, nous, c'est une conviction forte qu'on porte chez Edmond de Rothschild de réallouer une partie de l'épargne privée au financement de l'économie réelle. Et en fait, pour faire cette réallocation, naturellement, l'assurance vie, c'est le véhicule le plus adapté, puisqu'aujourd'hui, l'épargne en France, elle est majoritairement concentrée dans cette enveloppe. Donc, pour aller s'adresser directement aux épargnants privés, il fallait passer par le truchement de l'assurance vie. Et c'est une discussion qu'on a eue avec Primonial et Suravenir pour construire ce produit. Alors justement, on va se pencher sur le produit. Dominique Collot, juste un mot, c'est intéressant ce que dit Mylène, évidemment, le fléchage de l'épargne sur de l'économie réelle, et on sait justement que Suravenir est en pointe également sur ces sujets. Oui, et on a développé ces sujets-là assez récemment. Et 3 raisons nous ont porté à le faire. La première, c'est que on a eu des demandes du marché, puisque au tout départ de tout référencement, c'est une demande des CGP pour leurs clients. Donc c'est déjà ça qui nous motive. La deuxième raison, c'est parce que en fait l'aspect réglementaire nous y a aidé. Martin l'a évoqué tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qui a changé? La loi Pacte qui a déplafonné les investissements en private equity, en capital investissement au sein des contrats d'assurance vie. Donc ça a effectivement changé la donne. Il y a un plafond aujourd'hui? Excusez-moi. Non, il n'y a pas de plafond aujourd'hui. Il n'y a plus de plafond. Ça a été totalement déplafonné, ce qui n'était pas le cas auparavant, et qui était encore réservé à des clients plutôt des clients fortunés ou des clients experts. Donc c'était pas forcément complètement notre clientèle. Et la troisième raison qui nous a permis, nous, de proposer toute une gamme de fonds non-cotés qu'on a appelé gamme tremplin il y a maintenant 1 an, c'est la décision de porter la liquidité, puisque comme chez Oradea, proposer ce type de fonds qui sont par nature illiquides, il faut avoir derrière un fonds en euros suffisamment costaud, de qualité et d'envergure pour pouvoir justement
proposer cette liquidité-là aux clients. Oui, parce que c'est bien de rentrer dans ces fonds, mais il faut pouvoir en sortir. C'est un sujet très épineux, on va le traiter. Je reviens sur le fonds, justement, Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities. Mylène, pour vous, pouvez-vous nous expliquer les caractéristiques, justement, de ce fonds? Alors, nous, c'est la première fois qu'on lance un fonds disponible en assurance vie. Donc, il y a eu un gros travail de fait autour de l'ingénierie financière pour avoir un produit qui soit innovant. Donc, cette innovation, c'est de se dire, en fait, on a créé un fonds qui est un fonds evergreen, qui va être ouvert perpétuellement à la souscription. Et ça, c'est très différent de ce qu'on voit dans l'univers du private equity. Et c'est intéressant aussi. Différent parce que, excusez-moi de vous couper, normalement, on a un millésime, c'est ça? Et puis, au bout de 7 ans, 10 ans, ça s'arrête. Ça s'arrête et on recommence. Voilà. Et donc, le fait d'avoir un fonds evergreen, c'est plus compliqué à structurer pour la société de gestion que je représente, mais c'est aussi plus intéressant pour l'assureur. Et c'est aussi plus intéressant pour l'épargnant qui va pouvoir décider lui-même, en fait, du calendrier qu'il souhaite opérer. Il ne suit pas le calendrier de la société d'investissement. S'il a envie de rester dans son fonds 10 ans, 15 ans, 20 ans, il peut. La durée de vie du fonds statutaire, c'est 99 ans. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on va investir à la fois en Europe et aux États-Unis sur des lignes directes. En fait, on va avoir des investissements directs. Et à ma connaissance, on est le seul fonds qui permet d'avoir de l'investissement direct, sans le truchement de fonds, sur cette autre zone géographique qui est très importante dans le private equity mondial, qui est l'Amérique du Nord. Et enfin, c'est un fonds qui est article 8, donc qui va analyser ces investissements à travers le prisme de la durabilité. Et ça, c'était important pour les trois acteurs co-constructeurs de ce produit. C'est une conviction forte chez Edmond de Rothschild, c'était un souhait primonial et c'était une condition sine qua non pour Suravenir. D'accord. Sur quoi on va investir? Quelle est la stratégie d'investissement? Alors, chez Edmond de Rothschild, ça fait un peu plus de 20 ans qu'on fait du buy-out. Et en fait, l'équipe qui va conseiller ce fonds, c'est l'équipe qui fait du buy-out chez nous. Du LBO? Ouais, du LBO, exactement. Depuis 20 ans. Donc, on investit sur des sociétés qui sont matures, qui sont rentables au moment où on fait l'investissement. Et en fait, dans ce fonds, on fait ce qu'on fait déjà depuis longtemps pour le compte institutionnel. On a 3 verticales d'investissement. Une verticale qui est sur les services à l'industrie pharmaceutique. Une verticale sur les services à l'industrie financière et la digitalisation des services financiers, et une verticale autour de ce qu'on a appelé le nouveau consommateur, où on va adresser en fait des sous-segments de la consommation, soit une consommation raisonnable, soit une consommation pour les personnes les plus fortunées. Et en fait, dans tous les cas, ces 3 vecteurs sont des vecteurs qui sont en forte croissance, en fait, dont les multiples sont intéressants. Donc, c'est votre scope. Là, c'est notre scope. C'est 3 verticales. Europe, États-Unis, 3 verticales. Voilà, exposition au marché en AI, Europe et États-Unis. Oui. Et article 8. Alors, c'est extrêmement intéressant. Ce qui est étonnant, effectivement, c'est que ça soit ouvert de manière perpétuelle comme ça. Ouais. Parce qu'on pourrait se dire, je vous pose la question, finalement, on va peut-être attendre que le fonds fasse ses premiers investissements, essuie un peu les plâtres, et puis moi, je vais arriver une fois que la fameuse courbe en J va passer. On explique ce que c'est peut-être la courbe en J, Mylène? Oui. Alors, la courbe en J, en fait, ça vient c'est très connu des investisseurs institutionnels. En fait, c'est un mécanisme qui est tout à fait normal dans un fonds de private equity. En fait, la vie normale d'un fonds de private equity, c'est 3 étapes. Une étape de levée, une étape de déploiement, une étape de distribution. Donc, quand on est en phase de déploiement, donc au début de la vie du fonds, en fait, l'équipe va sélectionner des participations et va investir dans ces sociétés. Et donc, le temps que ces investissements produisent la valeur qu'ils sont censés créer, ça va faire baisser la valeur liquidative du fonds. Et puis après, ça va remonter, donc ça forme un J. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la courbe en J. Donc, tout le sujet sur ces FCPR, c'était de limiter en fait la pente de cette courbe en J, parce que le sujet, c'est donc il y a le sujet des plâtres. Oui. Donc, le sujet des plâtres, en fait, la seule façon, enfin la meilleure façon en tout cas dont vous pouvez l'éviter, c'est de sélectionner une équipe de gestion qui a fait ses preuves. C'est ce qu'a dit Agathe, c'est ce qu'on dit nous quand on parle de notre expérience. C'est que finalement en fait vous êtes obligé de regarder dans le rétroviseur pour voir ce qui s'est passé. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de se dire, en fait, comment est-ce qu'on fait pour accélérer le développement pour des clients qui vont décider d'investir, en fait, et leur capital qui soit mis au travail le plus rapidement possible, et pour gommer cet effet courbe en J. Et en fait, c'est là où le rôle de Suravenir, pour nous, il a été fondamental. C'est qu'en fait, Suravenir seed le fonds. Donc, au moment où nos clients vont investir
le fonds il est ouvert depuis quelques semaines, on a des premières souscriptions. En fait, ces premières souscriptions, elles sont déjà investies. Et ça, c'est vraiment le rôle instrumental qu'a joué Suravenir dans cette structuration. Vous prenez un peu d'avance, finalement. On prend un peu d'avance et on a même pris aussi un peu d'avance dans la structuration du fonds de buyout où on a stocké certains deals qu'on va pouvoir transférer au FCPR pour pouvoir gagner du temps, en fait, sur les investissements. Même question chez Eurazeo, Oradea. Comment on fait pour éviter cet effet Courbangy? C'était tout l'objet de la structuration de Primo Pacte 1 et 2. C'est d'autant plus important en assurance vie, puisque en direct, on peut expliquer cet effet et les clients peuvent attendre. Sauf que quand on a un fonds qui a une liquidité à tout moment, le plus on est en performance négative, le plus ça peut être pénalisant. Et donc, chez nous aussi, pour le 1 et le 2, comme Kevin l'a mentionné tout à l'heure, on a bénéficié d'un seed d'Oradea, donc une 30aine de millions d'euros qui avait été investi au lancement du fonds pour pouvoir commencer à opérer des investissements. Et c'était aussi dans la structuration du fonds, donc on a cet effet primaire, donc on investit au début du cycle de vie d'un fonds, donc au moment de la levée de fonds que Mylène décrivait à l'instant, mais on a aussi décidé d'ajouter la composante secondaire. Où là, le secondaire, c'est du rachat de portefeuilles de sociétés qui sont déjà sous LBO depuis plusieurs années et donc qui ont déjà dépassé cet effet de Courbangy. Et c'est la raison pour laquelle on peut négocier des décotes. En général, c'est un investisseur institutionnel qui a besoin de sortir, de se dégager de son engagement dans un fonds en cours de vie pour des raisons qui lui sont propres. Ça peut être des évolutions réglementaires, un management actif de son portefeuille. Et donc, on va lui dire, nous, on rachète ta part dans ce fonds, mais avec moins 10% de performance. Et donc, on accède à des actifs qui sont sortis, qui ont commencé à générer de la performance. Et en plus, on ajoute cette décote qui nous permet d'avoir un effet de Courbangy qui est totalement gommé. C'est très clair. Je pense que le mieux, c'est peut-être de donner l'exemple, parce qu'on l'a. La première version était en septembre 2019, d'accord. Elle avait une période de commercialisation d'1 an, et on est sorti de la Courbangy au bout de 18 mois sur la première version. La deuxième version, donc qui est en cours de commercialisation, Primo Pacte 2, a été lancée en juin 2022, et 14 mois après, on est sorti de la Courbangy. C'est très court quand il y a du marché primaire sur du private equity. Sur un investisseur institutionnel classique, c'est une courbe, et Agathe, tu me confirmes ou pas, c'est une courbe qui est plus de l'ordre de 3 à 4 ans et pas sur 14 ou 18 mois. C'est plutôt ce que j'avais en tête. Donc, on n'aura pas cet effet un peu plongeon au début pour ensuite remonter. Alors, c'est corollaire à une question qu'on se pose également, c'est la question de la liquidité. Parce qu'on l'a dit, on est dans un contrat d'assurance vie, on peut souscrire à un moment, et puis soit accident de la vie, décès du souscripteur, soit on a besoin de ces liquidités, on peut retirer aussi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, comment ça se passe pour assurer cette liquidité? T'es sûr que je peux récupérer mes billes? Parce que normalement, c'est bloqué pendant 5, 7, 10 ans. L'un des gros avantages de faire du private equity en assurance vie, c'est justement le sujet de la liquidité. Pour nous, la liquidité était essentielle. Et je pense que pour Suravenir aussi, parce que vous avez appliqué la même règle. On devait apporter une liquidité continue à nos assurés, c'est-à-dire une liquidité en cas d'arbitrage, de décès, de rachat total, de rachat partiel. En tout cas, tous les cas de sortie sont couverts. Dans les frais de gestion du support, nous avons compris la liquidité, ce qui fait que le support est totalement liquide. Qui c'est qui va racheter ce support? Parce que pour créer de la liquidité, quand il n'y a pas de liquidité dans le private equity, il faut quelqu'un qui la rachète. Et c'est nous, Société Générale, donc le fonds euro d'Oradea Sogecap, qui va racheter le support Primo Pacte au client. Il le rachète sans pénalité et sans décote. Donc quand le client sort, nous rachetons son support de private equity. Pourquoi? Parce que nous en avons déjà et nous avons une forte conviction dans ce support. D'accord, donc je caricature, j'achète mon unité de compte en novembre, je vais en sortir à la fin de l'année, c'est possible. La durée de placement, la durée de placement aurait été trop courte, mais oui, c'est possible. Et c'est un point qui est très très important parce qu'on est vraiment au début de l'ouverture de ce marché, notamment via l'assurance vie. Et c'est très important pour les clients de comprendre que la liquidité, elle est offerte par l'assureur, par ce partenariat entre les sociétés de gestion et les assureurs, parce que le sous-jacent n'est pas liquide lui-même. Et l'assureur a fait sa due diligence, comme on dit, donc son évaluation des compétences, et accepte de garder les sous-jacents sur son bilan. Ouais. C'est pas une liquidité qui est faite par le fonds.
la plupart du temps. D'accord. Et donc ça, c'est un vraiment point l'assureur qui est là. c'est le partenariat qui crée cette liquidité à tout moment. Et c'est important. Puisque l'assureur a les poches pleines, bien évidemment. Dominique Collot, même ce mécanisme, on va dire, pour suravenir avec le fonds Edmond Rothschild. Oui, je crois que tout a été dit. Effectivement, l'assureur achète le fonds en tant qu'institutionnel. Donc, par là, le client va bénéficier déjà de cette qualité institutionnelle, puisque l'assureur a l'habitude de choisir et de sélectionner ce type de fonds, à l'inverse du client final. Et effectivement, le client peut sortir à tout moment. Alors, chez nous, c'est pas via des frais de gestion, mais par des pénalités de sortie pendant les 5 premières années. Mais effectivement, quand ce fonds est vendu à un client, il faut pas oublier de lui dire que c'est un investissement de long terme. Quand on propose un investissement, capital investissement à un client, ou en dette privée, par exemple, aussi, c'est le cas. C'est un investissement de long terme. On prête ou on intègre le capital d'une entreprise pour longtemps, pas pour sortir le mois suivant. Donc ça, c'est quand même un conseil qui est important à donner à un client. D'accord. Les clients, ils sont très habitués, bien sûr, aux actions, voire un petit peu aux obligations. En tout cas, c'est des choses où il y a un prix, même tous les jours, il y en a qui traitent en nanosecondes. Comment on fait pour pricer finalement un fonds comme ça et lui donner une valeur à l'instant T? Alors, il y a une valeur liquidative. En fait, il y a deux choses. Il y a ce qui est important pour un assureur, pour l'assuré et par capillarité pour l'assureur, c'est que le support puisse être valorisé si le souscripteur souhaite effectuer des opérations. Donc, s'il veut faire un arbitrage, s'il veut faire un versement complémentaire, un rachat, même si le sous-jacent n'est pas concerné par cette opération, il doit être valorisé. Donc ça, c'était important de prendre en compte cette contrainte qu'une contrainte assurantielle. Donc, on a une valeur technique, en fait, qui permet de faire des mouvements, même si on n'est pas concerné par ces mouvements. Et puis après, au-delà de cette valeur technique, on a une vraie valeur de marché qui est auditée, en fait, à périodicité régulière et qui vient refléter, avec un auditeur externe, ce qu'on a en portefeuille. Donc, il y a une composante technique et puis il y a une composante réelle. D'accord. Même mécanisme? Exactement. En fait, le rythme de valorisation du private equity, c'est plutôt le trimestre ou le semestre, parfois même. Et donc, c'est pour ça qu'on ajoute cette valorisation technique pour pouvoir avoir ces opérations entre deux événements de valorisation dans l'univers du private equity. L'AVL est bimensuelle, pour être précis. Oui. Elle est bimensuelle dans les contrats. Bimensuelle, d'accord. Donc, on a quand même une valeur. Des questions un petit peu plus générales, mais qu'on peut se poser, effectivement. Donc, on a parlé accessibilité, liquidité. Martin, je reviens vers vous. C'est vrai que vous avez déjà démarré sur ces produits. Quel est l'accueil, là, justement, de nos amis conseillers en gestion de patrimoine? Ils sont appétents, ils vous en parlent. On a parlé de diversification tout à l'heure. On sait que c'est le maître mot aujourd'hui. Surtout que ça tangue un petit peu du côté action, côté obligation. C'est pas la fête non plus. On en parle de plus en plus et je pense que cette table ronde aussi en est l'illustration. En 2019, on aurait été sûrement moins à la faire et moins à participer et ça aurait eu moins d'intérêt. Et c'est vrai que quand je vois le chemin parcouru côté Primonial avec d'abord un produit millésimé, un second, et maintenant l'opportunité de proposer un FCPR. Donc cette fois-ci, on a d'un côté un fonds de fonds, de l'autre un fonds d'investissement direct sur 2 zones géographiques différentes chez 2 de nos assureurs préférés. Ça montre effectivement un bel engouement sur le marché qu'on voit sur la classe d'actifs et on est plutôt content d'y participer. Oui, Kevin Sabel, c'est vrai qu'aussi on a des classes d'actifs, on va dire comme ça, qui tanguent un petit peu. On pense à l'immobilier en particulier. Alors, les gens ont beaucoup investi là-dessus. Là, en ce moment, on a l'impression que c'est la folie private equity, capital investissement. On parle plus que de ça. Il y a effectivement beaucoup d'offres de fonds de private equity qui arrivent sur le marché. On voit beaucoup de demandes d'immatriculation de fonds de private equity déposées. On voit beaucoup d'offres arriver auprès des assureurs. Nous, on est sollicité quasiment, toutes les semaines à minima pour référencer des nouveaux fonds. Je pense que le plus important là-dedans, c'est comme tous les fonds, obligations, actions, immobiliers qu'on voit, c'est regarder quelle est la qualité des sous-jacents qui sont derrière. Je pense que la qualité institutionnelle, c'est pas juste le mot institutionnel, c'est quelles sont les sommes qui sont placées dessus, quel est l'horizon de placement, quelle est la recherche de rentabilité qu'on veut avoir sur ce support. On parle également, évidemment, de ce qui intéresse nos amis, c'est la rentabilité. Alors, c'est compliqué d'en parler parce qu'évidemment, il y a des contraintes AMF. On ne peut pas tout révéler, mais on a de la chance, en tout cas, pour Eurazeo et Oradea. Vous avez déjà ce premier millésime. On est à combien en taux de rendement Vous avez un premier millésime. Alors, bien sûr, effectivement, c'est pas garanti en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures sur Prime Impact. Sur le premier millésime, donc, qui était de septembre 2019, la VL était lancée à 100. Aujourd'hui, elle est un petit peu au-dessus de 120 euros. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui mettait 100 000 euros à 120 000 euros aujourd'hui. Ça fait un TRI moyen d'un peu plus de 7%, d'accord, sur notre première version.
La deuxième version, on vient de le dire, elle vient juste de passer la courbe Angie au bout de 14 mois. C'est un élément très important. Et après, c'est un fonds qui commence à avoir une forte rentabilité, une distribution des revenus autour de la 5e, 6e année à peu près. La possibilité de distribuer à partir de la 5e année et surtout la performance du fonds final n'est connue qu'à la fin du support. Ah oui, bien sûr, parce qu'on sait qu'on est dans un environnement quand même mouvant où il peut se passer tout et n'importe quoi. On a vu des valorisations parfois s'écrouler dans des phases de crise. On ne se le souhaite pas, bien évidemment. Oui, Agathe. Et surtout, c'est tout l'objet d'avoir un fonds très, très diversifié qui nous permet de ne pas s'écrouler parce que par exemple, la plus grosse ligne du portefeuille ne va jamais représenter que 2 ou 3% de la valeur liquidative. Et donc, du coup, ça voudrait dire que même si on perdait la plus grosse ligne, les 5 plus grosses lignes, ce serait jamais que 10% de la valeur liquidative. Ce que je trouve intéressant également, c'est peut-être voilà cet investissement dans le long terme qui laisse aussi parce que l'entreprise, voilà, on a vu des valorisations qui flambent sur certaines actions, mais la vie de l'entreprise c'est quand même long, hein, un succès, ça se fait sur le long terme. Qu'est-ce qu'on peut conseiller justement? Bon, ce sera l'allocation qui va être faite ensuite par les conseillers en gestion de patrimoine, mais combien il faut en mettre? Voilà, on dit qu'il faut à peu près 5% de métaux précieux, 10% d'immobilier, pourquoi pas. Là, sur le private equity, on en met combien? Aujourd'hui, c'est plutôt facile parce qu'il y en a quasiment pas. Donc, on sait déjà qu'on part de zéro. Maintenant, aller sur une allocation type, c'est un peu difficile parce qu'encore une fois, ça dépendra du profil du client, de son horizon de placement, de ses objectifs. Ce qu'on peut prendre en comparable, c'est aux États-Unis, ça représente aujourd'hui 10% des allocations. Donc, sans aller peut-être jusque-là, ça donne déjà un premier indicateur. On est à 1%. Moins de 1%, je pense. Donc, on a un beau terrain de jeu devant nous. Ouais, si tout le monde en fait. Et puis, le fait qu'il n'y ait pas de minimum, surtout permet d'y goûter déjà, pour commencer, pour voir si ça plaît. Et puis après, dans touche, et puis chaque année, on remettra effectivement. Ça, c'est un vrai avantage de ne pas avoir de minimum d'investissement. Et puis, on le disait tout à l'heure, Dominique Collot, on investit sur de l'actif réel, tangible, sur la vie des sociétés. Ça aussi, c'est intéressant. Je le dis parce qu'on est aussi dans un monde où de plus en plus les épargnants ont envie d'investir sur des actifs réels. Et même, je pense que certains sont peut-être un petit peu fatigués aussi par la volatilité extrême qu'on peut avoir parfois sur les marchés. Oui, c'est vrai. Ce qu'on voit, c'est que les clients s'expriment beaucoup sur l'aspect sens, en fait, de vouloir donner du sens à son épargne. Et les fonds non cotés répondent parfaitement à cette demande-là. On l'a vu, le succès des fonds immobiliers. De la même façon, investir dans le capital d'une société qui a une marque, la marque de sa doudoune ou la marque qu'on voit au coin de la rue, évidemment, ça a beaucoup plus de sens pour le client. De la même façon, dans d'autres classes d'actifs illiquides comme la dette que j'évoquais tout à l'heure, on prête à une entreprise qui a pignon sur rue parfois et ça donne beaucoup de sens effectivement à l'épargne. Oui, alors on sait que vous avez déjà fort à faire avec le capital d'investissement, le private equity, mais on peut imaginer demain d'avoir d'autres produits justement à l'échelle du particulier sur, je sais pas, de la dette privée, de l'infrastructure. Oui, alors c'est ce qu'on propose à l'intérieur de cette gamme qu'on a lancée depuis 1 an, puisque encore une fois, ce qu'on conseille, c'est la diversification. Donc, on a des fonds notamment Eurazeo, qui est un fonds Eurazeo qui a intégré cette gamme tremplin. On a des fonds donc 100% dette privée. On a de la dette infrastructure, du capital investissement. On a parfois des fonds qui mélangent plusieurs classes d'actifs. Et en fonction du niveau de risque et également du niveau d'intégration en critères environnementaux, sociaux de gouvernance, le client fait son choix dans cette gamme pour diversifier son risque et répondre à ses besoins. Sur les investissements qu'on peut voir au coin de la rue, il y en a chez Edmond Rothschild qu'on peut citer déjà ou pas encore? Alors, des choses qui sont connues, qui sont peut-être des deals qui sont passés. Ouais, alors, au coin de la rue, nous on est sur des petites et moyennes entreprises majoritairement, donc c'est pas forcément au coin de la rue, mais par exemple dans une société qu'on a cédée dans notre fonds de buyout précédent, qui est peut-être une société connue du grand public, on peut parler de Tikamoon, qui est une société qui vend des meubles sur Internet, et donc ce sont des meubles de très bonne qualité, qui arrivent déjà montés en bois massif, donc un positionnement tout à fait différent de ce qu'on peut voir sur ce type de consommation. Et en fait, nous, on est rentré au capital de Tikamoon juste avant le confinement, donc avec un timing tout à fait intéressant d'un point de vue business. C'est une société qu'on a accompagnée et on est sorti. Donc, c'était un investissement relativement court par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. On est resté 2 ans, mais on a eu une très bonne performance de sortie. Donc, on a décidé de rendre à nos investisseurs le fruit de cette création de
de valeur. Et en fait, on a eu le temps de travailler avec Tikamoon sur une approche ESG, ce que Dominique mentionnait, sur toute la durabilité en fait des bois utilisés pour la construction d'immeubles. D'accord, on peut peser comme ça en tant qu'investisseur quand on est en direct. En fait, ça c'est vraiment très important. Toutes les sociétés qu'on va accompagner, on va demander à avoir une place au board, au conseil d'administration de la société pour justement peser en fait dans les prises de décision stratégiques des sociétés. Et c'est comme ça en fait qu'on accompagne concrètement la création de valeur et puis la feuille de route qu'on a décidé de déployer au moment de l'investissement. Martin Alix, je reviens aux conseillers en gestion de patrimoine, voilà, qui vont distribuer ces produits, soit en interne chez Primonial, soit avec vos partenaires. L'accueil, vous l'avez dit, pour l'instant, donc ils en conseillent un petit peu à leurs clients. On peut commencer, on peut y mettre un pied, comme disait Dominique Collot tout à l'heure. Quels sont les freins, les résistances là, quelles sont les questions quand vous faites les roadshows, vous expliquez ce produit, ou ces produits plutôt? C'est d'abord de la méconnaissance de la classe d'actifs, et encore une fois, ça va en s'améliorant avec la réglementation et aussi le travail de pédagogie qu'on fait tous ici ensemble, même pour certains depuis plusieurs années. Et donc c'est vraiment ça, la méconnaissance et appréhender la classe d'actifs. Et c'est pour ça la meilleure façon, c'est de commencer à y goûter, commencer à appréhender, à l'avoir en portefeuille, puisque quand on a quelque chose en portefeuille, on le regarde toujours différemment que quand on l'a pas. Et vraiment, voilà, appréhender la classe d'actifs, son fonctionnement, voir les valorisations, voir les informations aussi qu'on va recevoir sur la vie du produit, justement la tangibilité, l'investissement au coin de rue, au coin de la ville ou au coin du continent, ça dépend de la stratégie. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut essayer d'aller sur cette classe d'actifs et découvrir. Ouais. Je dirais, on a l'embarras du choix en direct chez Edmond de Rothschild Asset Management avec la stratégie LBO, chez Eurazeo, voilà. En fond de fond, avec une sélection draconienne et des grands noms de la gestion qu'on ne pourrait pas évidemment s'offrir en tant que particulier. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les deux? Moi, j'ai parlé de diversification en introduction et je pense qu'il faut aussi diversifier à la fois ses contrats d'assurance vie et ses placements en private equity. L'idée, c'est après, justement, si on met un tout petit peu, on peut pas tout mettre sur un même support ou même une même entreprise, puisque ça sera pas forcément représentatif de toute la classe d'actifs. Donc vraiment, c'est diversifié. Il faut pas hésiter effectivement à faire les deux. On a le droit de le faire. On a le droit. On peut. En tout cas, on répète parce qu'on n'a qu'un seul plan d'épargne en action. C'est ça. Mais on peut avoir plusieurs contrats d'assurance vie. On peut aussi avoir plusieurs PER d'ailleurs. Donc on peut vraiment avoir le choix et se donner le choix. Mélangez pas tout, on fera une autre émission sur le plan d'épargne retraite. On reviendra. Mais en tout cas, voilà, pour ce capital investissement, si on a pu apporter notre pierre à l'édifice et à la pédagogie, je pense que c'est très important. Encore une fois, moi je suis persuadé que c'est une classe d'actifs qui a explosé. On parle beaucoup fléchage de l'épargne. Et ben voilà, si ça peut sortir un petit peu des obligations d'État et aller sur de l'économie réelle, ce sera tant mieux. Un grand merci à notre tablé du jour, nos experts. Martin Alix, je rappelle que vous êtes directeur du développement produit chez Primonial Ingénierie et Développement. Agathe Bub, directeur Wealth Solutions chez Eurazeo. Kevin Sabel, directeur commercial d'Oradea, bien sûr. Dominique Collot, directrice marketing et communication chez Suravenir. Et enfin, Mylène Bonneau, vous êtes responsable des relations investisseurs chez Edmond de Rothschild Asset Management. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Parlons patrimoine.